10 figures séfarades, un feuilleton en 20 épisodes conçu et présenté par Ilana Sicurel, produit avec le concours de la Fédération séfarade de France. Nous parlons aujourd'hui du grand peintre Amadeo Modigliani, né dans une famille séfarade d'Italie à la fin du siècle dernier et mort dans le Montparnasse des années 20. Vous connaissez peut-être ses portraits au long visage et aux yeux mélancoliques. Quand on a vu un tableau de Modigliani, on est capable de reconnaître n'importe quel autre tableau de lui, tant est forte sa personnalité artistique. Aujourd'hui, avec Clarisse Nikoitsky, un écrivain qui lui a consacré un très bel ouvrage paru chez Plon en 1989, nous parlons de ses origines séfarades et de son enfance dans une famille juive de Livourne. Origines qui ont beaucoup marqué Modigliani et dont on trouve, nous le verrons, des traces dans son travail artistique lui-même. Clarisse Nikoitsky, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté d'être notre invitée pour dresser ce portrait de Modigliani. Alors, il est difficile de vous présenter. On serait tenté de vous présenter comme la biographe de Modigliani, mais en fait, ce serait pas tout à fait exact. Vous êtes peut-être plus que ça. Vous avez écrit une autobiographie imaginaire de Modigliani. C'est-à-dire que vous avez tenté de vous mettre dans la peau de Modigliani et d'écrire son autobiographie. Oui, en fait, j'ai fait d'abord, bien entendu, une recherche de documents extrêmement importante. J'ai voyagé sur les lieux où Modigliani s'est trouvé. Et ensuite, j'ai décidé d'écrire sa biographie. Et j'ai tenté de le faire à la première personne. Donc, cette biographie n'a d'imaginaire que la première personne. C'est la raison pour laquelle je me suis sentie obligée de sous-titrer ce livre « Autobiographie imaginaire ». D'autre part, les faits qui sont relatés sont absolument exacts par rapport aux documents que j'ai trouvés et aux études que j'ai pu faire. Mais vous avez raison, je ne me sens pas du tout la biographe de Modigliani. D'ailleurs, je crois que le mot biographe est toujours un petit peu prétentieux pour moi. De toute façon, on ne peut qu'approcher quelqu'un, donc j'ai essayé de l'approcher en m'autorisant certaines libertés d'écriture, pas, je le répète, dans le récit des faits, mais liberté d'écriture que s'autorise le roman, et comme je ne crois pas du tout aux biographies parfaitement objectives, j'ai choisi l'extrême subjectivité. Alors cette autobiographie imaginaire, on peut toujours la trouver chez Plon, elle a été publiée en 1989, et c'est avec vous donc que nous allons évoquer la vie de Modigliani, et plus particulièrement dans ce premier épisode, les ancêtres de Modigliani, son enfance et sa formation artistique, sa toute première formation artistique. Alors avant de parler d'Amadeo Modigliani lui-même, parlons un peu de ses ancêtres. Du côté maternel comme du côté paternel, ils étaient des séfarades d'Italie. Absolument. C'est une chose qu'on sait assez peu à propos de Modigliani. On connaît très bien son côté italien, bien sûr, mais on connaît mal son côté séfarade, et c'est ce qui m'a intéressé. Alors, quelle est la famille de Modigliani? Il vient au monde le 12 juillet 1884. Il est le fils de Eugénie Garcin, avec un S, je le précise parce que c'est une orthographe qui révèle l'origine juive du nom. Et de Flaminio Modigliani, qui est italien. Sa mère a été élevée à Marseille, rue Bonaparte, dans une famille de juifs d'origine italienne et de juifs libéraux, cultivés, qui se réclamaient de Spinoza. Alors, rien n'a jamais été prouvé, parce que Spinoza, en fait, n'a pas eu d'héritier direct. Et ce que disaient les Modigliani, ou plutôt les Garcins, pardon, c'est oui, mais les collatéraux. Donc finalement, dans la famille d'Eugénie Garcin, on prétendait descendre du philosophe Spinoza,
Eugénie a été mariée assez jeune à Flaminio Modigliani, donc le père, qui appartenait à une famille riche italienne, séfarade également, où elle s'est sentie mal à l'aise. C'était une famille assez orthodoxe et rigoureuse et beaucoup plus bourgeoise que la sienne. Amadeo Modigliani, d'ailleurs, se sentait beaucoup plus proche de la famille Garcin que de la famille Modigliani. Absolument. Amadeo a été élevé presque exclusivement par sa mère et par les sœurs de sa mère et par la grand-mère qu'on appelle la nonna, la nonnina. Et il y a comme figure masculine qui a beaucoup compté pour lui le père de cette grand-mère qui est le nonno Isaac, avec lequel le petit Modigliani allait se promener dans Livourne, dans la petite Venise. Il allait se promener aussi au bord de la mer Tyrrhénienne. Et ils revenaient tous les deux, après de longues conversations. Et on appelait d'ailleurs Modigliani dans sa famille, le petit Amédée, on l'appelait le philosophe. Voilà le philosophe et son grand-père. Et le nonno Isaac racontait une quantité de choses à son petit-fils qu'il traitait comme un adulte. Il lui parlait de la Bible, il lui commentait les textes sacrés et Modigliani a été façonné par cette influence et à mon avis on la retrouvera plus tard dans son travail. Oui, et c'est peut-être d'ailleurs de ce nonno Isaac que vient toute l'identité juive de Modigliani. Elle vient de nonno Isaac, elle vient aussi de cette... je crois, elle vient également de cette atmosphère familiale dans laquelle Modigliani grandit comme un enfant choyé et où il y a des conversations très diverses. Il y a d'abord le poids de l'héritage familial du côté maternel. Du côté maternel, il y a une famille assez douloureuse où il y a des tantes qui se sont suicidées, des gens qui ont disparu, des gens qui sont devenus fous. D'ailleurs, il est élevé par une tante qu'il adore et qui aura des problèmes. Et ceci va peser sur lui avec, je ne dis pas que le poids de la famille est toujours douloureux, mais il y a un poids de la famille qui est extrêmement présent, d'une part. D'autre part, alors ceci c'est l'aspect peut-être le plus juif dans le sens positif de la famille Modigliani, c'est qu'on parle énormément politique. Et il a un frère, Modigliani, qui s'engage en socialisme complètement, et ce qui deviendra d'ailleurs un député de gauche. Un député qui sera emprisonné, qui est quelqu'un qui est une figure politique italienne très importante, à tel point que quand on va à Livourne aujourd'hui, et quand j'y suis allée, et que l'on demande des informations sur Modigliani, les gens vous demandent lequel. Ce qu'on ne sait pas en France. Oui, alors, Modigliani est un enfant qui est extrêmement curieux, hein, on l'a vu quand vous évoquiez ses balades avec le grand-père Nonno Isaac, mais c'est un enfant aussi également très fragile, et la maladie le poursuivra toute sa vie. Oui, alors il y a effectivement, c'est un enfant fragile que la maladie va poursuivre toute sa vie, mais je voudrais terminer sur cette influence italienne de l'enfance, et sur cette influence juive, judéo-espagnole, parce que je reviendrai sur les origines de Modigliani. Il est très près de sa mère, vous l'avez dit, et il écrit dans le journal de sa mère. Sa mère tient un journal qui est capital. Et il intervient, ce qui prouve à quel point ils avaient un lien intime. Et on trouve une mention qui est faite par la mère de la prochaine bar mitzvah d'Amedeo. Il va faire sa bar mitzvah, mais Amedeo ne travaille pas très bien. Et puis, quelques jours après, on trouve dans le journal de la mère un petit mot de Modigliani où il dit « Ouf, j'ai fait ma bar mitzvah, ça s'est bien passé, c'est terminé ». Et ceci, c'est très intéressant. Et je crois qu'il faut parler des origines juives et de la manière de vivre la judéité de cette famille. Bon, c'est une famille d'origine espagnole, chassée en 1492 avec d'autres d'Espagne et qui ont trouvé refuge dans divers pays du bassin méditerranéen. Donc ça va de la Provence à la Turquie, à la Grèce, etc. Certains sont allés vers Amsterdam, on le sait. Bon, la famille de Modigliani s'installe en Italie, s'installe à Livourne. Un des grands-pères Modigliani va aller en Tunisie, faire fortune. Lui aussi
va devenir légendaire dans la famille, au même titre que de l'autre côté le fameux Spinoza, parce que, on va dire, il était tellement riche qu'il prêtait au pape, ce qui n'est probablement pas vrai. Il a peut-être fait quelques transactions avec les banques du Vatican, mais ça n'est pas quelqu'un qui a prêté au pape. Mais je trouve que c'est assez drôle, cette transformation et cette fabrication d'une légende familiale. Donc, il y a cet aspect, et puis Modigliani parle quand même, par bribes, le judéo-espagnol dans sa famille, qui se mêle à l'italien. D'ailleurs, vous racontez dans votre autobiographie que quand Modigliani est à Paris, parfois les mélodies judéo-espagnoles lui reviennent en mémoire. Oui, les mélodies judéo-espagnoles, parce que ce qui est très intéressant, c'est que ces camarades de l'époque, qui sont Ortiz de Zarate, qui sont Moïse Kisling, etc., disent ils chantaient des mélodies hébraïques. Mais évidemment, Modigliani ne chantait pas de mélodies hébraïques. Il ne savait pas l'hébreu. Il savait juste l'hébreu des prières. Comme les juifs libéraux italiens d'avant-guerre et d'avant la Première Guerre et d'après la Première Guerre ont pu le savoir. On apprenait juste l'hébreu des prières et puis c'est tout. On ne le parlait pas et on le chantait encore moins. Donc, ce qu'il chantait, c'était du judéo-espagnol. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tomé amante, a las cuatro me casé. Dime niña, ¿dónde vienes? Que te quiere conocer. Dime si tienes amante, te lo haré defender. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tomé amante, a las cuatro me casé. Dime niña, ¿dónde vienes? Que te quiere conocer. Dime si tienes amante, te lo haré defender. Modigliani naît le 12 juillet 1884 à Livourne et sa naissance intervient à un moment de déclin pour la famille Modigliani. Absolument, c'est un moment de difficulté financière pour la famille et le père Flaminio, qui a à ce moment-là un commerce de bois et charbon, se trouve mis en faillite. Et il y avait une loi à l'époque sur la saisie des gens en faillite qui interdisait de saisir ce qui était sur le lit d'une femme en travail. Et alors, que fait la famille Modigliani pendant que madame Eugénie Garcin met au monde son fils? Elle entasse sur son lit absolument tout ce qu'on pouvait entasser pour que les huissiers ne le saisissent pas. Et c'est une histoire assez drôle. Modigliani arrive sous cet amas d'objets. C'est ainsi qu'il voit le jour, si l'on peut dire. C'est un moment de difficulté, mais c'est resté toujours une famille bourgeoise, une famille qui est, bon, ce sont des choses qui arrivent dans toutes les familles, il y a des moments plus durs que d'autres. Mais le mode de vie de Modigliani a toujours été celui d'un fils de famille bourgeois, d'autant plus que sa mère l'aimait beaucoup et lui a toujours donné de l'argent, ses tantes lui ont envoyé de l'argent, ses frères aussi. En tant qu'artiste, c'est quelqu'un qui a toujours été aidé par sa famille. Il a beaucoup dépensé. Il a très peu gagné d'argent avec sa peinture, ou pas du tout. C'était ça sa douleur, c'est que l'argent ne vienne pas
de lui. C'est qu'on vende ses toiles et ses dessins pendant longtemps à 4 sous. Mais en fait, il n'a jamais été poursuivi par la pauvreté. D'ailleurs, il fait des études. Il va d'abord au collège, et puis il tombe malade. Vous avez dit que c'était un enfant fragile. Il a une maladie de poumon, qui est d'ailleurs le début de sa fin, qui amorce cette maladie qui va le détruire et le tuer. Et au cours de cette maladie, il est soigné très tendrement par sa mère, il délire, il décrit, dit sa mère, le châtiment du serpent, ce tableau, et il dit « je serai peintre ». Et à partir de ce moment-là, il ne poursuit pas d'études générales, littéraires, mais il est inscrit chez Fattori, un de ses vieux maîtres, il est inscrit à Livourne dans un atelier de peinture, et ensuite il ne s'écartera pas de cette voie. Mais on lui permet de faire des voyages à Carrare parce qu'il veut être sculpteur. Il ne pourra pas être sculpteur à cause de sa maladie de poumon, justement, et aussi parce que le matériau est encore plus cher que le matériau nécessaire à un peintre. Bon, il fait un voyage à Carrare, il va à Naples, il va à Rome, il va à Venise, il est chaque fois inscrit à l'Académie des Beaux-Arts, et il loue d'abord des appartements somptueux parce qu'il adore le luxe. C'est quelqu'un qui a le goût de l'emphase et le goût du luxe dans le bon sens du mot. Et il loue de superbes appartements, et puis après, bon, les subsides continuent à arriver, il est obligé chaque fois de se réduire, et puis, bon, il arrive, par exemple, à Venise, et après avoir loué un logement magnifique, il est obligé d'aller dans un atelier en face du chantier des gondoles. Mais c'est quand même un lieu très agréable, et il n'est pas dans la misère du tout. Alors revenons un peu sur son caractère. Quel est le caractère du jeune Modigliani? Alors le jeune Modigliani, c'est quelqu'un qui est marqué par l'influence des femmes de sa famille. Donc d'une part, comme je l'ai dit, qui est choyé, d'autre part, qui est quand même élevé dans cette atmosphère féminine, angoissante, parce que, comme je l'ai dit, il y a toujours ce récit sur les gens qui sont morts, sur les gens qui ont été des malades mentaux, etc. Et ceci modifie son côté extrêmement expansif. Ça le modifie dans le sens où il va toujours être très expansif, très extraverti, mais en même temps, il aura des moments d'angoisse, des moments de désespoir. Mais ces moments de désespoir, au lieu de les rentrer, il va les sortir. C'est un exubérant. Et il est exubérant dans les choses allègres comme dans les choses désespérées. C'est-à-dire que allègre, je l'ai dit, il adore le luxe, il adore les appartements, il adore inviter les gens, c'est un grand seigneur, il adore s'habiller somptueusement. Il est très beau d'ailleurs. Oh, mais il est très très beau. Et les femmes sont folles de lui. D'abord sa mère et ses tantes, et puis et ensuite, quand il arrive à Paris, les femmes qu'il rencontre, il ne cesse de séduire. Il ne cesse de séduire, et elles font part pour lui d'un dévouement extraordinaire. Je pense à une certaine Simone Thiriou, par exemple, qui aurait eu un enfant de lui, et qui s'efface, et qui vraiment est dans une telle admiration pour lui, qu'elle finit presque par trouver que c'est normal, sans parler, et plutôt en parlant longuement de sa dernière compagne, Jeanne Buterne. Alors on y reviendra plus longuement dans notre second épisode. Alors en 1900, donc il tombe malade, et pendant une longue période, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, il va faire un voyage à travers l'Italie, Rome, Florence, Venise, Capri, et ce voyage va être très important dans sa formation artistique. Oui, parce que tous ces lieux vont le marquer de manière différente. Bon, à Venise, il va voir le châtiment du serpent de Tiepolo, mais il va voir bien d'autres choses aussi. Il va être inscrit à l'Académie des Beaux-Arts de Venise et fréquenter plus ou moins assidûment cette académie. Il va apprendre la gravure chez Moroner aussi.
Donc il a une formation, parce que tout graveur est un grand dessinateur. Et donc le dessin de Modigliani se précise dans cette étude de la gravure et devient encore plus exigeant. Alors d'autre part, à Venise, il rencontre un petit baron fortuné avec lequel il fréquente la Giudecca, qui est une partie un petit peu, je ne sais pas si on peut dire excentrée quand on pense à l'architecture de Venise, mais enfin qui est une partie en dehors du centre de Venise, où à cette époque-là, il y avait des bistrots, des boîtes un peu malfamées, et c'est peut-être là qu'il commence à prendre un peu de drogue, mais là il faut quand même préciser que la drogue, à l'époque de la jeunesse de Modigliani, n'a pas du tout la connotation qu'elle a aujourd'hui. Ce n'est pas du tout l'affaire de la délinquance. La drogue, c'est une initiation, c'est un moyen d'exaltation des sens que pratique l'élite intellectuelle et l'élite artistique du moment. Alors, à son retour de ce voyage à travers l'Italie, Modigliani décide de partir à Paris. Pourquoi Paris ? Pourquoi Paris ? D'abord parce que Paris c'est la France et qu'il a été élevé dans l'amour de la France par sa mère. Vous me direz pourquoi pas Marseille, puisqu'elle était de Marseille, mais parce que Paris c'est le centre du monde. C'est le début du culturel. C'est le centre du monde culturel et bien pour Modigliani, vous savez, comme pour tous ses contemporains, on vient du monde entier à Paris. On vient du fin fond de l'Europe centrale. Je dis le fin fond parce qu'à l'époque, c'est vraiment quand on pense à Soutine, qui vient de sa Lituanie natale, avec Kikoïne, quand on pense à Barnes, qui est un très grand marchand américain qui vient pour fuir le puritanisme américain qui vient à Paris, on peut dire que c'est le centre du monde. Vous ajoutez culturel, je suis d'accord, et moi je dis le centre du monde. Alors nous quittons Modigliani juste avant son départ à Paris, où sa vie de peintre commence réellement, et demain nous poursuivrons notre promenade sur les traces de Modigliani, toujours en votre compagnie, Clarisse Nicotti. À demain. À demain. C'était 10 figures séfarades, un feuilleton en 20 épisodes, conçu et présenté par Ilana Sicurel et produit avec le concours de la Fédération séfarade de France. Figures séfarades, un feuilleton en 20 épisodes, conçu et présenté par Ilana Sicurel, produit avec le concours de la Fédération séfarade de France. Deuxième partie aujourd'hui de notre portrait du peintre Amadeo Modigliani. Hier, nous avons évoqué ses origines séfarades, son enfance dans une famille juive italienne de Livourne et ses débuts artistiques. Nous l'avons quitté juste au moment de son départ pour Paris, capitale artistique du début du siècle. Aujourd'hui, toujours en compagnie de Clarisse Nicotti, auteure d'un très bel ouvrage sur Modigliani publié chez Plon en 1989, nous continuons notre parcours sur les traces de Modigliani. Clarisse Nicotti, bonjour. Bonjour. Alors on vous retrouve pour parler de Modigliani. La dernière fois on a parlé du Modigliani enfant, du Modigliani plus jeune dans sa famille séfarade d'Italie. Aujourd'hui nous allons parler plus du Modigliani peintre
qui est à Paris depuis 1906. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait décrire en quelques phrases la peinture de Modigliani? Eh bien, c'est en quelques phrases, bien sûr, c'est difficile. Ce qu'on doit déjà dire, avant de décrire la peinture de Modigliani, c'est dire qu'il a été extrêmement attiré par la sculpture et que c'est aussi un très grand sculpteur. Alors, il y a une révélation qui est une révélation italienne, c'est la statue de la Charité, la Carità, de Tino di Camaino, qui est un sculpteur siennois, qui se trouve à Florence, où il est allé également, et qui va vraiment le poursuivre. Et si on voit cette sculpture, on comprend, à mon avis, très bien ce qu'est le travail de Modigliani. Et on comprend, alors j'arrive à votre question, on comprend sa peinture. Parce que finalement, c'est un trait qui est né, je l'ai dit, de la gravure et de ce tracé inexorable qu'est le trait de la pierre pour un sculpteur. Or, on ne peut pas dire quand on voit sa peinture, ah, c'est une peinture de sculpteur, parce que c'est vraiment une peinture de peintre. Mais il y a cette origine dans le travail de la sculpture. Est-ce que vous pensez que toute la tradition juive qui pèse sur les épaules de Modigliani a influencé son travail artistique? Alors, je pense que la tradition juive ne pèse pas sur ses épaules. Je pense qu'il la vit, alors j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est quand même une idée, bon, je sais qu'elle se justifie. Dans bien des cas, par exemple, en ce moment j'étudie Soutine, elle se justifie, cette image. Mais dans le cas de Modigliani, non. Je répète, c'est un juif italien, d'une famille parfaitement intégrée dans le monde italien. L'histoire du ghetto, ça n'existe pas pour Modigliani. C'est un grand bourgeois, c'est un être cultivé. Donc la tradition juive ne pèse pas sur ses épaules. Ça n'est pas une malédiction, ça n'est pas quelque chose de lourd à porter. C'est quelque chose qu'il a modelé dans le bonheur et dans l'attachement familial. Et ça existe alors. Effectivement, je pense que cette tradition juive existe. Alors ceci n'engage que moi, par contre. Ça n'est pas de l'ordre de la biographie stricte à partir de documents précis. Ça engage mon interprétation de la peinture de Modigliani, qui est pour moi une peinture spirituelle, une traduction de sa réflexion sur les textes sacrés, sur ce que son nonno Isaac a pu lui apprendre de réflexion à partir du Zohar, à partir de la Kabbale. Et il y a cette recherche du symbole absolu dans le trait et dans la représentation de la figure humaine. Car Modigliani n'a peint, à l'exception d'un paysage, que des visages, que des nus, sans que ça lui pose un problème moral ou religieux, un problème d'éthique aucun. Et pourtant, il y a la présence de cette réflexion sur le spirituel dans ses portraits. Alors, assez vite, Modigliani s'adapte à la vie artistique parisienne. On le voit déambuler avec des foulards multicolores dans les rues de Montmartre. Oui, alors il déambule, son uniforme, on peut presque parler de l'uniforme ou de cette toilette qu'il s'est créée et choisie, c'est le costume de velours noir, le foulard rouge et la superbe chemise blanche. Bon, dans tous les cas, Modigliani sait qu'il est beau, même s'il est pauvre, à Paris, et il est toujours extrêmement bien mis, toujours très séduisant, et il séduit vraiment les femmes, il séduit aussi les hommes. Il y a un charisme chez lui très fort, et toutes les femmes sont absolument subjuguées par lui. J'ai d'ailleurs rencontré une dame qui a été un de ses modèles, qui est Thora Dardel, une Suédoise, et qui m'a raconté à quel point, quand Modigliani arrivait à la rotonde et qu'il s'installait à une table, les yeux étaient tournés vers lui, immédiatement. Alors il a eu des relations amoureuses importantes et qui l'ont beaucoup marqué avec Beatrice Hastings, qui est une poétesse anglaise, qui était une extravagante, et ils constituaient un couple très extravagant avec des relations violentes. Ça n'a pas duré, mais ça a été très fort. C'est une femme, alors ça, là,
on est en plein dans la mythologie, mais qui est fondée sur des faits réels du Montparnasse des années de 15 à 20. C'est-à-dire que Béatrice Hastings s'habillait avec autant d'extravagance peut-être que Modigliani, elle était aussi fort belle, et elle se baladait avec un panier dans lequel il y avait un canard vivant. Et alors, évidemment, Modigliani a été séduit par cette femme. Modigliani lisait l'anglais. Hein. Et quand il a quitté Venise pour Paris, sa mère lui a apporté un livre qui venait de paraître, qui était La Ballade de la geôle de Reading d'Oscar Wilde, qui raconte ses prisons, les prisons d'Oscar Wilde. C'est vrai que vous parliez de mythologie. C'est vrai que quand on suit Modigliani, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un mythe. Et pourtant, c'est vrai. Modigliani, par exemple, le provocateur, qui extravagant, qui déclamait les vers de Dante à Montparnasse, c'est vrai pourtant. Oui, c'est vrai. Tout est vrai. Il y a l'autre Modigliani, inquiet, torturé devant sa peinture, cherchant son trait, réfléchissant. Et puis il y a ce Modigliani complètement extravagant, qui boit beaucoup, effectivement, puisque c'est une des causes de sa mort. L'alcoolisme va faire que dégénère cette tuberculose qui finalement l'emporte. Et il déclame des vers de Dante, il déclame aussi du D'Annunzio, il est très provoquant. À un certain moment, il entend parler des gens à une table voisine et tenir des propos anti-juifs, et il monte sur la table, il crie « je suis juif et je vous emmerde ». Bon, ceci c'est dans des recueils de documents sur Modigliani, c'est un fait qui a été rapporté. Donc ça colle parfaitement avec sa personnalité qui, c'est un fait assez courant, est un aspect. C'est l'aspect qui est visible. Et puis il y a l'autre aspect qui n'est pas visible, qui est celui de l'homme inquiet, de l'homme proche de sa mère, de l'homme qui restera toute sa vie en relation épistolaire avec sa mère, d'ailleurs. C'est vrai que pendant cette vie extravagante, il va y avoir quand même un certain écart quand même entre Modigliani et sa mère. Et cela, on se rend compte très bien en 1909 quand il rentre à Livourne et qu'il fait un séjour assez bref d'ailleurs dans sa famille. Et là où on mesure l'écart qui le sépare de sa famille. En fait, je crois que ça n'est pas vraiment de sa famille sur le plan sentimental, mais c'est de Livourne. C'est vrai qu'après avoir connu Paris,
ça lui devient très difficile de retrouver Livourne et ses anciens camarades et de reparler de peinture ou de sculpture avec eux. Du reste, c'est là que se situe le fameux épisode sur lequel j'ai pas très envie de m'étendre parce qu'on en a beaucoup parlé, des sculptures qu'il aurait faites. Et puis il est allé demander où est-ce que je peux les mettre. Alors il y a quelqu'un qui lui a dit en rien, tu les mets dans le canal, là tu es tranquille, personne ne te les volera. Et effectivement, fou de désespoir, il les aurait jetés dans le canal. Bon, alors ça c'est un épisode qu'on raconte souvent, donc on passe un peu rapidement, mais il ne se trouve plus bien à Livourne, parce que les gens lui semblent en retard de plusieurs trains sur ce qui se passe, et c'est vrai, c'est ce qui arrive souvent. Il est quand même au cœur de ce qui se fait. Et il quitte sa mère en gardant des relations avec elle. Sa mère ne lui semble jamais en décalage par rapport à ce qu'il vit, même s'il est parfois violent, comme les fils gâtés avec leur mère. Dès qu'il est à Paris, il lui écrit de nouveau. C'est peut-être aussi contre la bourgeoisie livournaise qu'il se révolte un petit peu. D'ailleurs, il y a cet épisode où sa mère lui fait faire un habit bien comme il faut et raconter la suite. Mais oui, c'est quelque chose d'assez émouvant parce que vous parliez de la légende et justement ça remet Modigliani dans un contexte de vie quotidienne qu'on connaît tous bien. Il revient à Livourne, il est mal habillé, il est pas très propre, ses habits sont pas très sont plutôt déchirés. Et sa mère s'affole, alors elle fait tout de suite venir la couturière, on lui fait faire un beau costume, un beau chapeau, etc. Et il sort dans la rue, il est furieux, il arrache la doublure de sa veste et il dit « mais c'est comme ça que je suis bien ». Et ça, bon, je crois que c'est vraiment l'histoire du fils qui revient et puis qui veut manifester peut-être de cette manière violente, effectivement, qu'il est en décalage maintenant avec sa ville natale. Alors au début du siècle, on le disait, Paris est la capitale artistique et c'est l'époque où on pouvait voir attabler à la même terrasse de café Picasso, Max Jacob, Apollinaire. Et Modigliani participe pleinement à cette vie mondaine artistique. Et à Paris, il rencontre Chaim Soutine. Oui, il rencontre Chaim Soutine qui devient un de ses grands amis. C'est-à-dire que, alors je reprends peut-être un mot mondaine parce que pour nous, ça paraît mondain, évidemment, de se retrouver avec Max Jacob, Picasso, mais non. Vous savez, Thora Dardel, cette Suédoise que je suis allée voir, on parle en disant la bande de copains. C'est tout. C'est une bande de copains, à ce moment-là. Effectivement, parmi ceux-là, il y a Chaim Soutine, et Modigliani s'emballe pour ce garçon, qui est le contraire de lui. Chaim Soutine est considéré comme plutôt laid, mais enfin ça fait l'objet de mon étude, je vais pas trop parler de Soutine maintenant. Il est très renfermé, c'est un type alors effectivement très tourmenté, et Modigliani le prend un peu sous sa protection, et surtout, il se rend compte de la qualité absolument, de la grande qualité de son travail, et il le recommande à Zborowski, ce qui ne va pas s'en poser des problèmes, parce que Zborowski, au début, ne croit pas en Soutine. Zborowski qui aide justement Modigliani à s'imposer de manière dans le monde artistique. Oui, Zborowski qui débute à cette époque-là et qui va devenir le grand marchand de tableaux du début du siècle. Mais dans ce début de siècle, alors que justement dans une certaine société un peu d'initiés, on croit en Modigliani, on ne croit pas tellement en Soutine. On y croit après, quand l'américain Barnes arrive et achète des quantités de toiles, alors tout le monde se réveille. Mais c'est difficile, il n'y a que Modigliani qui vraiment est passionné de Soutine et l'impose à Zborowski d'une certaine façon. Et ça n'est pas facile parce que Zborowski est marié donc à Anka Zborowska, qui est une Polonaise très arrogante et qui vraiment considère Soutine comme le juif du ghetto, le juif de Smilovice, et qui vraiment ne supporte même pas l'idée d'avoir son portrait chez elle par Modigliani, parce que Modigliani a fait un portrait de Soutine. Et les difficultés que rencontre Soutine par rapport à sa peinture, Modigliani, même s'il les vit de manière un peu moins grave, puisqu'il est un peu plus reconnu que Soutine à cette époque, a aussi beaucoup de difficultés tout de même à imposer sa peinture. Oui, Modigliani a des difficultés, c'est que parce que, mais écoutez, je crois que tout contemporain a du mal à faire admettre quelque chose qui est vraiment novateur. Donc Modigliani
en plus, fait une peinture qui n'appartient pas à une école. Les gens sont groupés, finalement, en ce temps-là. Et Modigliani reste marginal. Donc c'est une difficulté supplémentaire. Il est aidé par des mécènes. Il y a Paul Guillaume, il y a Paul Alexandre et ensuite Zborowski. Il est aidé aussi par sa famille, mais il a du mal à vendre sa peinture, et c'est vrai, surtout vers la fin de sa vie, où Modigliani est très malade, où cette maladie qui le fait souffrir, parce qu'il a des maux de tête épouvantables, il a probablement la tuberculose a gagné le cerveau, et c'est quelqu'un de très agressif. Il vit avec Jeanne Hébuterne, qui est une femme admirable, un peintre qu'il a certainement, parce qu'il faut voir aussi les côtés terribles de Modigliani, qu'il a certainement tué dans l'œuf, parce que il avait une telle présence qu'il ne lui permettait même pas, d'une certaine façon, de s'exprimer. Et cette femme qui a fait quelques toiles qui sont vraiment très belles, était amoureuse de Modigliani. Elle l'a mis au monde une petite fille qui s'appelle Jeanne Modigliani, et elle était enceinte quand Modigliani est mort. Et elle s'est suicidée le lendemain en se défenestrant. Donc c'est une histoire, tout ceci a aidé à alimenter la légende de Modigliani. Sa beauté, sa mort très jeune, la mort de sa compagne, et donc il est entré dans la légende, je dirais, par ce côté complètement tragique qui a permis de construire tout un récit autour. La seule exposition réelle de ses œuvres, c'est finalement la galerie Berthe-Weil en 1917, et cette exposition se termine par un scandale. Oui, c'est la seule exposition, enfin, c'est une des grandes expositions de son vivant, parce que il avait un ami portugais, Amadeo Sousa Cardoso, qui lui avait permis d'exposer chez lui, donc malgré tout, les toiles se voyaient, les toiles de Modigliani se voyaient. Mais en galerie, il y a eu l'exposition de la galerie Berthe-Weil, et c'était au beau milieu de la guerre de 14-18. Ça, c'est très important. Et bon, le tout Paris des amis, pas mondain de la Rotonde, etc., se trouve là. Et à ce moment-là, il y a en vitrine un
de ces magnifiques nus couchés de Modigliani, et la police intervient. On ordonne d'enlever la toile. L'exposition se termine comme ça en catastrophe. On ferme la galerie parce que des voisins de la galerie se sont plaints d'une sorte d'attentat à la pudeur à cause de l'exposition de ce nu, et en développant un peu leur point de vue, ils ont déclaré que c'était honteux que des étrangers exposent ainsi des femmes nues et appellent à la lubricité, alors que les jeunes Français sont en train de se faire tuer sur le front. Parce qu'il y a quand même tout cet aspect pendant la guerre de 14-18 de tous ces gens qui n'ont pas été au front. Modigliani a d'ailleurs essayé de se faire engager. Il a été refusé à cause de sa maladie de poumon. Mais les Français voient d'un mauvais œil ces artistes qui sont là, qui ont l'air de ne rien faire, parce que c'est l'air qu'ont souvent les artistes alors qu'ils travaillent beaucoup en réalité. Et si vous voulez, ça a été concrétisé par cette action contre l'exposition Modigliani. Après la guerre, Modigliani rencontre une jeune peintre, Jeanne Hébuterne. Oui, c'est ça, qui est inscrite à l'Académie Colarossi, et il la rencontre au cours d'une fête. Enfin là, les versions vraiment divergent, et j'avoue qu'elles sont toutes possibles. On dira que c'est Fujita qui l'aura présenté à Modigliani. Possible. Mais on dit aussi que Fujita s'attribue beaucoup de bonnes actions. Bon, donc je laisse la question ouverte. Et ce qui me semble le plus probable, c'est qu'ils se soient rencontrés au cours d'une fête déguisée. Et d'ailleurs, il a fait un tableau de Jeanne Hébuterne. Elle portait un poncho et il l'a peinte comme ça. Il y a un tableau comme ça. Donc moi, j'opte pour cette option. Il l'a rencontrée au cours d'une fête et bien ça a été le coup de foudre. C'était une très jolie jeune femme brune, plutôt petite, le visage large comme il l'a peint. Bien que les visages soient effilés, dans Modigliani, on voit très bien si le visage est large ou étroit. Et ça, c'est très intéressant aussi. Et elle est complètement dédiée à l'homme qu'elle aime. Elle se trouve enceinte. D'ailleurs, Modigliani, probablement pour la première fois de sa vie, décide de s'engager. On peut dire que c'est la femme de sa vie, que c'est la grande rencontre, puisque bien qu'il ne soit pas marié, il écrit un engagement de l'épouser dès que ce sera possible, c'est-à-dire dès que les problèmes de papier seront réglés, etc. Et il a pour témoin d'ailleurs Zborowski. Et Jeanne se trouve enceinte. Bon, c'est la fin de la vie de Modigliani. Il peint des œuvres superbes à ce moment-là. Une petite fille vient au monde. Ils vont à Nice. C'est à Nice qu'ils apprennent la fin de la guerre. Donc ils la rencontrent juste vers la fin de la guerre. Et la petite fille vient donc au monde là-bas. Et puis, quand il remonte à Paris, Jeanne le suit de quelques mois. Il confie l'enfant à une nourrice. Et Jeanne est immédiatement enceinte de nouveau. Et elle n'accouchera pas parce que Modigliani meurt et elle va donc se suicider. Jeanne Modigliani est finalement la seule qui a assisté à la consécration de la peinture de Modigliani. Oui, mais alors il faut quand même dire une chose, elle n'en a absolument pas profité, parce que c'est ce qui arrive. Bon, d'abord, parce que Modigliani était tout le temps dans le besoin d'argent, donc il peignait, il donnait ses toiles, il peignait, il donnait ses toiles, et bon, quand il est mort, il y avait très peu de choses dans son atelier, et de toute façon, la petite Jeanne était un bébé, et donc il ne lui est rien resté, et c'est une famille qui malheureusement n'a aucun Modigliani. Et à quel moment exactement est-ce que Modigliani a été reconnu par la communauté artistique? Si la communauté artistique, et pour moi c'est bien ça, c'est Max Jacob, c'est Picasso, c'est Apollinaire, etc., il l'a été tout de suite, Cocteau, etc. Mais la vraie consécration, si vous voulez, est venue après sa mort. Alors à ce moment-là, mais vous comprenez bien que dans cette consécration, il n'y a rien de très net. Il y a quand même un jeu de la spéculation. Et la mort des peintres, ça c'est une chose qu'il faut dire et redire, sert toujours à la spéculation et à la consécration. Et ça c'est un aspect scandaleux
évidemment, de l'histoire de la vie des peintres et de l'histoire du marché de l'art. Voilà, Clarisse Nikolitzky, merci beaucoup d'avoir tracé avec nous ce portrait de Modigliani, et à bientôt. Merci, au revoir. C'était 10 figures séfarades, un feuilleton en 20 épisodes, conçu et présenté par Ilana Sicurel, produit avec le concours de la Fédération séfarade de France.